Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie s'apprête à connaître des élections locales le 23 novembre 2017 et à un mois de ces scrutins, l'opposition dénonce la partialité des préfectures et les entraves du pouvoir. Le Kenya se prépare à vivre sa deuxième élection présidentielle en près de 3 mois. Le nouveau scrutin est fixé par la Cour suprême ce jeudi 26 octobre, mais l'incertitude règne encore quant à sa tenue. Et la situation socio-politique dans les zones anglophones du Cameroun est mise à mal. Les PME de cette région auraient enregistré des pertes de plus de 40% de leur chiffre d'affaires depuis le début de la crise. Mais tout d'abord, au Maroc, les sanctions sont tombées ce mardi 24 octobre. Le roi Mohamed VI a décidé de limoger 3 ministres, à savoir les ministres de l'Éducation, de la Santé et de l'Habitat. La raison invoquée est le retard pris dans le programme de développement de la ville d'Al-Hoceima qui se situe dans le Rif, région en proie à plusieurs mouvements de contestation ces derniers mois. Rappelons que le programme de cette ville s'étend de 2015 à 2019 avec une enveloppe de 600 millions d'euros. Les Algériens sont attendus aux urnes le 23 novembre pour élire leurs représentants locaux et départementaux. Et à un mois de ces scrutins, plusieurs partis d'opposition dénoncent des décisions arbitraires de la part des préfectures et du pouvoir en place. Plusieurs candidatures auraient été rejetées de manière injuste selon eux. Sharon Kamara. À un mois des élections municipales et départementales prévues pour le 23 novembre 2017 en Algérie, les principaux partis d'opposition, dont le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le Mouvement de la société pour la paix ou encore le Front des forces socialistes, dénoncent le rejet par la préfecture de candidats de leur liste. L'opposition dénonce surtout le caractère arbitraire de ces rejets qui, selon eux, ne serviraient qu'à favoriser le parti au pouvoir lors de ces élections à venir. En premier lieu, les préfectures chargées de réceptionner les dossiers sont allés au-delà des dispositions du code électoral qui interdit d'être candidat en cas de condamnation définitive ayant entraîné une privation de liberté. Une 60aine de candidats de l'alliance islamiste El Bina et Nada FJD ont ainsi été recalés, certains pour des amendes impayées, d'autres pour menaces sur la sécurité alors qu'ils ne font l'objet ni de poursuites ni de condamnation et avaient tous pu se présenter en mai aux législatives. Pour les partis d'opposition, ces candidatures écartées seront difficiles à remplacer puisque la plupart des partis ont eu des difficultés à trouver des candidats volontaires et donc à boucler certaines listes. Notons que les préfectures ont décidé également d'appliquer pour la première fois dans des scrutins locaux une disposition de la loi électorale de 2016 qui impose aux listes ayant obtenu moins de 4% des voix aux précédentes élections de recueillir le parrainage de 50 électeurs par siège à pourvoir. On ne peut pas établir une immixtion directe du gouvernement dans la question électorale. Mais il faut rappeler que le préfet est quand même le représentant du pouvoir central et qu'il agit directement sous les ordres du ministère de l'Intérieur. Parce que le contrôle des collectivités est aussi un enjeu pour tous ces gouvernements. Une telle configuration, il faut s'assurer que les règles du code électoral sont réellement appliquées. Le FLN, le parti au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika, et son allié, le Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyaya, n'ont pas encore répondu à ces attaques. Ils ont cependant déjà annoncé leur participation dans l'ensemble des 1541 communes et 48 départements du pays. Le Kenya est plus que jamais dans l'incertitude face à l'élection présidentielle bis prévue ce jeudi 26 octobre. Les bulletins de vote sont arrivés depuis le 21 octobre dans le pays, mais l'attitude des acteurs politiques laisse émettre un doute quant à la tenue de ce scrutin, avec notamment l'opposant Raila Odinga qui réclame le report de cette élection. Aïssatou Diamanka Besland. Au Kenya, les bulletins de vote commencent à arriver dans le pays. Les palettes de bulletins seront distribuées dans 40 883 bureaux de vote à travers le pays.
Malgré les nombreux doutes émis par la coalition de l'opposition, la commission électorale kenyane, l'IEBC, assure être prêt d'un point de vue technique et logistique pour le scrutin du 26 octobre 2017. Je suis sûre que les organes de sûreté de l'État vont assurer la sécurité, protéger les bulletins, le matériel de vote, l'équipe de l'IEBC ainsi que toutes les personnes qui viendront voter, car notre mission est d'ouvrir les lieux de vote le 26 octobre et de nous assurer que nous faisons bien notre devoir afin que cette élection ait lieu. Une réelle incertitude plane donc sur la tenue de ce scrutin. Le 10 octobre, le leader de l'opposition, Raila Odinga, a exprimé son intention de boycotter ce rendez-vous électoral et de ne pas participer à l'élection présidentielle. Il dénonce la rapidité du choix de la nouvelle date. Il prône ainsi un report de l'élection au-delà de la date limite du 31 octobre, comme prévu par la Constitution. Le président de l'IEBC devrait annuler cette élection et en refaire une autre dans 90 jours. À la suite de cette élection, le perdant pourra la juger libre et juste car toutes les conditions auront été réunies. Cette période d'incertitude et de tension prend son origine au 1er septembre, date à laquelle la Cour suprême kenyane avait invalidé la réélection du chef de l'État Uhuru Kenyatta le 8 août, évoquant des irrégularités dans le traitement et la transmission des résultats, une décision historique et une première en Afrique. Aujourd'hui, si la coalition de l'opposition continue d'appeler au report immédiat de cette date, le président sortant Uhuru Kenyatta, quant à lui, n'a cessé de répéter que le scrutin devait bien avoir lieu le 26 octobre. 40 personnes ont perdu la vie depuis le 8 août, suite à des affrontements entre manifestants et policiers. Et les appels en faveur d'un report de l'élection présidentielle au-delà de la date du 31 octobre se multiplient au Kenya. La Cour suprême a convoqué une audience en urgence dans la matinée de ce mercredi 25 octobre. Les militants des droits de l'homme qui ont saisi la Cour souhaitent un report pouvant aller jusqu'à 3 mois, soit 90 jours. Plus de 41% de perte de chiffre d'affaires, c'est le montant annoncé par les petites et moyennes entreprises des zones anglophones du Cameroun. Un an après le début de cette crise issue des revendications sociales, les conséquences sur l'économie camerounaise se ressentent. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, la situation sociopolitique difficile dans les régions anglophones a fait perdre plus de 41% du chiffre d'affaires aux entreprises installées dans cette partie du pays. Une situation décriée par le groupement interpatronal du Cameroun et la Chambre du commerce qui affirme que plus de 385 petites et moyennes entreprises ont connu une récession de leur chiffre d'affaires. Le ministre de l'économie lui m'a dit l'autre jour que l'économie du sud-ouest et du nord-ouest a perdu plus de 41% des revenus. Donc ça veut dire que le 41% même, c'était même moins 10 ans. Non seulement ce secteur, même le secteur des travaux publics que je suis engagé, nous avons nos factures qui sont traînées là-bas. Un petit PME comme moi, l'État me doit à peu près 700, 800 millions. Qu'est-ce que vous attendez? Selon les spécialistes, cette crise anglophone entraînerait un manque à gagner de près de 200 milliards de francs CFA à l'économie camerounaise. La paralysie des régions du nord-ouest et du sud-ouest a fortement ralenti les échanges commerciaux, aussi bien à l'intérieur du pays qu'avec le Nigeria. Des gros opérateurs économiques aux petits commerçants et acteurs du secteur informel, chacun a vu ses recettes baisser. Nos recettes, pendant cette crise, nos recettes ont baissé à 90%. Ça, il faut vous dire. Il faut être honnête, à 90%. Pour l'instant, on ne fout rien. Les visiteurs, les touristes, les gens qui venaient là occuper des hôtels, beaucoup ne viennent plus. Tu vois, ça ne donne pas. Cette année qui est passée, l'argent qu'on a mis là, l'argent des gens sont perdus. Et beaucoup de choses ne vont pas bien. Donc, je crois que la grève n'est pas bien, la guerre n'est pas bien. On doit seulement essayer, voir si on peut résoudre les problèmes en paix. En paix, beaucoup de choses marchent en avant. Avec le retour au calme, les opérateurs économiques et les acteurs de l'économie informelle appellent à une mise en place d'une politique de relance économique dans les régions anglophones du Cameroun. La reprise des affaires est également encouragée, tout comme la construction des infrastructures pouvant créer des richesses et augmenter le nombre d'emplois.
Au Rwanda, la capitale Kigali pourrait faire face à un déficit de plus de 300 000 logements en 2020. Chaque année, plus de 800 logements sont disponibles sur le marché, mais à des prix jugés trop élevés. Les autorités ont donc décidé de faire appel à des investisseurs pour construire des logements décents à des prix abordables. Reportage de notre correspondant, Fraterne Dakeisenga. Wamurera Tonis est une mère célibataire de 3 enfants. Elle a récemment bénéficié d'une maison neuve avec 64 autres familles vulnérables dans un village modèle situé dans le secteur de Gikomero, l'une des zones rurales de la ville de Kigali. Je suis très contente et ça m'a pris du temps pour réaliser qu'une personne comme moi puisse vivre dans une si belle maison. Avant, je vivais dans une maison plus petite et pas conforme, au point où lorsqu'il pleuvait, il était quasiment impossible pour les enfants et moi d'y dormir. On était constamment inquiets et on ne pouvait rien y faire. Ce sont des maisons de 3 chambres avec salon, cuisine, douche et toilette. Le village dispose de tout le nécessaire pour que les citoyens puissent bénéficier de tous les services de base. Il y a un marché, une école, un atelier de menuiserie et même un poste de santé. Notre gouvernement tient à ce que chacun puisse s'épanouir, même le plus pauvre. Selon les autorités rwandaises, ceci est un modèle de village et de maison que le citoyen moyen doit habiter à Kigali. Seul problème, tout le monde ne peut pas avoir plus de 10 millions de francs rwandais pour acquérir une telle maison et le gouvernement ne peut pas offrir des maisons à plus de 60% de toute la population de Kigali. Celle-ci a besoin de logements abordables selon le rapport de la mairie de la capitale rwandaise. Tout citoyen qui commence la construction d'une maison d'habitation doit se conformer aux normes du plan directeur de notre ville. L'un des problèmes qui se présentent est que cela coûte très cher pour la plupart des Kigalois, mais on collabore étroitement avec les investisseurs étrangers et notre secteur privé pour essayer de remédier à cela. Kigali compte actuellement au moins 20 projets de construction de logements qui vont augmenter de près de 20 000 le nombre de logements sur le marché à un prix variant entre 5 à 500 millions de francs rwandais. Selon des experts, la majorité des habitants de Kigali ne peut pas s'offrir ce luxe. Une étude du ministère rwandais des infrastructures indique que Kigali pourrait faire face à un déficit de 344 000 logements en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.